Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 60, Sainte-Geneviève de Paris. Dans l'ouvrage La vie de Sainte-Geneviève, texte hagiographique écrit par un moine autour de 520, on trouve le récit suivant et je cite. Donc, à l'époque où Paris subit un siège de la part des Francs de 2 fois 5 ans, une disette affligea le territoire de cette ville, au point que quelques-uns moururent de faim. Geneviève partit donc pour acheter du blé à l'oppidum d'Arcis-sur-Aube avec un navire officiel. Vie de Sainte-Geneviève par un auteur anonyme. La vie de Sainte-Geneviève nous est relativement bien connue, alors qu'elle se déroule durant la deuxième partie du Ve siècle, soit la période la plus obscure de toute l'histoire de la Gaule. Car le bazar politique qui engloutit l'Empire romain de l'Ouest s'étend même jusqu'aux chroniques et aux correspondances du pays dont nous n'avons que très peu de traces en réalité. Née à Nanterre dans les années 30, cette jeune femme, apparemment décidée depuis son plus jeune âge à servir Dieu, se fait connaître en 451 lors de l'attaque des Huns, en encourageant les femmes des aristocrates à prier pour recevoir l'aide du divin pour la protection de la cité, alors que les puissants ne pensent qu'à fuir avec leurs richesses et à abandonner la population à son triste sort. La ville conservant ses défenseurs sur ses encouragements, c'est donc grâce à son exemple vertueux et à ses prières, ou peut-être simplement au désintérêt d'Attila pour Paris alors qu'il fonce en réalité vers Orléans, que la cité est finalement épargnée. Quoi qu'il en soit, après avoir été littéralement soupçonnée de sorcellerie, la fermeté de cette femme la propulse au rang d'héroïne de la ville par ses habitants. Elle restera une figure d'importance à Paris pendant les décennies suivantes, alors que le pouvoir des Francs saliens s'affirme peu à peu sur la région. Non seulement, elle obtient une influence tout à fait unique sur Childéric, incapable de lui résister alors qu'elle s'approche de lui pour exiger la grâce des condamnés à mort, mais comme l'indique le bref passage de sa vie, elle bravera tous les dangers pour remonter la Seine durant le siège de la ville par ces mêmes barbares et réussira à ravitailler ses habitants, mourant littéralement de faim. Alors il est évidemment difficile de démêler la légende du réel, comme de comprendre le contexte politique exact de ces événements. Comme pour le passage énigmatique de l'alliance objective entre Chilpéric et le pouvoir romain, représenté par Aegidius, qui se transforme en une franche hostilité entre leurs deux fils respectifs, Clovis et Syagrius, on est assez incapable de comprendre précisément de qui Geneviève protège exactement les Parisiens toutes ces années, ou d'évaluer exactement la nature de sa relation avec les rois francs. Mais force est de constater qu'elle a su imposer le respect à Childéric puis à son fils Clovis, puisque c'est ce roi qui établira la première grande église Saint-Pierre et Saint-Paul en haut de la montagne qui porte son nom, donc de Sainte-Geneviève, à 2 pas du Panthéon moderne, pour construire le tombeau de la Sainte, comme le sien d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la légende de la Sainte s'est bien construite de son vivant, à cheval entre la fin de l'Empire avec Aetius et la prise de pouvoir de Clovis, et on ne peut que constater le rôle déterminant pris par cette femme éduquée dans une cité gallo-romaine alors qu'elle dispose d'un nom 100% germanique. Si la plupart des spécialistes la voient comme une femme d'origine franque, fille d'un officier supérieur de l'armée romaine établi sur des terres appartenant à l'empereur à Nanterre, d'autres supposent un simple effet de mode, où ses parents auraient choisi un prénom en vogue au Ve siècle. Quoi qu'il en soit, cette femme disposait forcément d'une situation sociale assez élevée, discutant durant son enfance avec l'évêque Saint-Germain d'Auxerre de passage à Nanterre, reconnaissant publiquement son futur rôle de femme de Dieu. Une distinction peu probable pour une simple bergère,
et qui sera confirmée par son rôle assumé de leader de la cité, influençant sur les affaires, conjugué à ses talents de logisticienne, capable de piloter une flotte de navires parisiens et de négocier le ravitaillement de la cité avec les autres villes libres de l'Empire. Des rôles pareils semblent impossibles pour une femme sans éducation, ce qui supporte donc l'idée qu'elle disposait d'une bonne fortune et d'un rôle éminent grâce à sa famille, certains allant même à l'imaginer comme curiale, c'est-à-dire membre du conseil municipal de Paris, où elle aurait mené la révolte des femmes contre ses collègues masculins, manquant de fermeté en 451. Son genre est d'ailleurs peut-être le point le plus intéressant dans cette vie aventureuse, à une époque où les femmes ne prennent jamais le premier rôle dans le cadre des grands événements politiques, sinon en général pour se faire torpiller par les historiens antiques et autres chroniqueurs qui ne peuvent pas concevoir qu'une femme de bien s'empare du pouvoir. Mais, comme c'est souvent le cas quand l'ordre social est bouleversé dès l'Antiquité, des femmes d'exception peuvent sortir de l'obscurité habituelle d'où elles sont reléguées et se saisir des opportunités créées par les événements afin de jouer un véritable rôle politique, qu'elles soient impératrices romaines ou simples bourgeoises d'une cité de deuxième zone. Geneviève est cette femme, disposant déjà d'une foi exceptionnelle aux yeux de ses contemporains et étant d'autant plus libre qu'elle ne s'est pas mariée et n'a donc pas d'époux ou d'enfants à charge, ce qui lui interdirait naturellement tout rôle public. Notre gallo-romano-franque prend donc un certain pouvoir fin du Ve siècle, une autorité morale au nord de la Gaule, plus qu'un rôle officiel particulier dans un État en faillite de toute façon. Elle semble s'imposer naturellement sur ses contemporains, car elle a fait le choix de se consacrer à Dieu, littéralement de devenir l'épouse du Christ selon le texte, ce qui constitue une nouveauté de cette époque et qui lui donne une petite aura bien particulière. Car les monastères féminins n'existent pas encore, et faire le choix de rester vierge, consacrée au service de Dieu, dans une cité, est un choix encore original au Ve siècle. D'où le rôle assez inclassable pour cette époque de cette femme riche, influente, non mariée, bien éduquée, disposant de pouvoir et pourtant décrite comme une sainte rapidement après sa mort. À n'en pas douter, Geneviève est le produit de son époque, où, dans le grand désordre du moment, il est possible de faire exploser les bornes communément admises de la bienséance féminine et de réinventer de nouveaux modèles, selon l'adage « nécessité fait loi ». On est en train de quitter le monde romain, où une femme ne peut être qu'au foyer et mère de famille, dans une société où la crise démographique a mis l'Empire à genoux. Mais on n'est pas encore tout à fait dans le Moyen-Âge, où la seule alternative possible à ce schéma sera le rôle de religieuse, où une femme ne peut servir avec une certaine autonomie que dans le cadre d'un établissement religieux fermé, entouré de sœurs ou de serviteurs. Geneviève profite de cette petite fenêtre d'opportunité qu'est le Ve siècle, concentrant sur sa personne tous les ingrédients en train de faire accoucher l'Empire romain d'un nouveau monde, que ce soit l'influence grandissante de la religion, le choix des élites urbaines gallo-romaines de s'arranger avec les hommes forts venus de Germanie pour construire une nouvelle société, ou la brève remise en question du rôle effacé des femmes dans l'ordre social. Une femme ultra-moderne donc pour son époque, mais avant tout, un symbole d'unité dans une Gaule en pleine mutation, entre Antiquité et Moyen-Âge, entre monde gallo-romain et royaume des Francs, et même entre hommes et femmes. Une caractéristique tout à fait particulière qu'elle gardera jusqu'à ce jour aux yeux des Parisiens.